Patrick de Saint-Exupéry a été longtemps grand reporter au Figaro. Il a reçu le prix Albert Londres et le prix Bayeux des correspondants de guerre. Il est le cofondateur de la revue 21, dont il est le rédacteur en chef depuis 10 ans. Jeudi 10 juin 2021, Patrick de Saint-Exupéry présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique », paru aux éditions Les Arènes. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis très content de vous accueillir à nouveau. Je n'ai pas encore animé de rencontre depuis la reprise il y a pas loin d'un mois et c'est très agréable de vous voir ici par cette journée magnifique. Et je suis très content aussi parce que j'ai le plaisir d'introduire une rencontre avec Patrick de Saint-Exupéry, que je pense certains d'entre vous connaissent, mais je vais quand même vous laisser parler de votre parcours parce que je pense qu'il y a une réflexion sur le journalisme et le fait d'être reporter qui est important et qui est importante et qui est très présente dans les livres que vous avez écrits sur la question du Rwanda, notamment. Il vient ce soir pour un livre qui s'appelle La Traversée, qui est édité aux Arènes, qui ont d'ailleurs changé leur maquette dernièrement, et c'est une grande réussite, je trouve. On pourra certainement parler de cet aspect-là aussi du travail éditorial. Voilà, donc je vais vous laisser parler un petit peu de votre parcours, l'évoquer, ce que vous avez fait, vos différentes casquettes, peut-être avant qu'on en vienne directement au thème du livre. D'accord. Bonjour, donc je m'appelle Patrick de Saint-Exupéry, je suis journaliste, auteur. J'ai commencé à travailler très tôt en fait, dans la presse régionale, dans la presse nationale. J'ai beaucoup travaillé sur l'étranger, j'ai suivi pas mal de crises, pas mal d'endroits, dans pas mal de lieux. Et j'ai toujours apprécié, enfin aimé suivre les choses sur le long terme. Le Rwanda dont nous allons parler, là, je travaille sur le Rwanda depuis 1990. Donc ça fait plus de 30 ans là maintenant, sur l'Afghanistan depuis 30 ans aussi. Enfin voilà, j'aime bien suivre un certain nombre de choses dans la durée. J'ai travaillé pendant très longtemps au Figaro. J'ai quitté le Figaro pour créer des revues avec Laurent Beccaria, des Arènes, la revue 21 dans un premier temps, une revue de grands reportages, la revue 6 mois, une revue de photos de grands reportages. Et puis nous avons voulu poursuivre l'aventure puisque c'était de réussite en nous disant jamais 2 sans 3, et donc nous avons lancé un hebdomadaire qui n'a pas marché du tout, et donc nous avons perdu, tout perdu. Les revues existent toujours mais ailleurs. Voilà. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je travaille dans l'édition où je lance aussi une collection Arène Reporter. Voilà. Et sur le journalisme, oui, ça a été ma vie, enfin c'est ma vie. Je n'ai fait que ça, je n'ai pensé qu'à ça pendant toutes ces longues années, avec en tête un mot de Peggy qui résume, je trouve, merveilleusement bien le journalisme, le reportage et les difficultés du reportage. De mémoire, hein, ce mot de Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, et ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et j'ai trouvé cette phrase d'une force incroyable, parce que dire ce que l'on voit, c'est la base, mais parvenir à voir ce que l'on voit, ça paraît extrêmement simple, et c'est un exercice incroyablement compliqué qu'on ne cesse d'apprendre en permanence. Parvenir à voir ce que l'on voit, à vraiment voir. Merci pour cette entrée en matière. Effectivement, c'est une très belle phrase. Vous travaillez donc depuis longtemps sur le Rwanda. Vous êtes une des voix très entendues, très présentes sur le Rwanda du génocide et depuis le génocide. Beaucoup de la politique française liée
à la fois à la politique africaine et à ce génocide rwandais. Quel type de lien vous avez pu avoir avec le Rwanda? Parce que on sent que vous avez été envoyé du Figaro pour couvrir cette période de génocide. On sent à la fois dans votre nouveau livre et dans vos diverses interventions publiques qu'il y a quelque chose de nodal, enfin un point de bascule. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez, mais quelque chose qui vous travaille sans arrêt depuis ce moment-là. Oui, c'est exact. Je vais juste refaire très rapidement comment le Rwanda arrive en moi. Je commence à suivre l'histoire du Rwanda à partir de l'année 1990, lorsque une rébellion apparaît dans le nord du pays que personne ne connaît brutalement, et j'arrive sur place. Je ne connais pas ce pays encore, mais d'entrée de jeu, on sent très clairement des éléments qui posent vraiment question. Le stade de Kigali, la capitale, et plein de prisonniers qui ont été raflés dans la rue. Dans les commissariats, on tabasse les gens. Je vois des fonctionnaires qui embarquent des listes de noms. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai des soldats français qui sont présents sur place, qui me racontent des bêtises. Et je ne comprends pas. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Il y a quelque chose que je comprends rapidement, mais sans parvenir à bien le saisir. C'est qu'on n'est pas dans l'Afrique classique, celle que la France connaît, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. On est dans l'Afrique de l'Est, l'Afrique des Grands Lacs, et on sent très rapidement, enfin en tout cas je sens très rapidement la différence culturelle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Et je repars, enfin à l'époque je reste 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Des troupes françaises arrivent, je l'ai dit, des troupes zaïroises, à l'époque c'était le Zaïre, aujourd'hui le Congo arrive également. Et la situation est très étrange, et je ne cesse de suivre à partir de ce moment-là cette histoire-là. J'y retourne en 1993, quelques mois avant le génocide. Pendant le génocide, comme beaucoup de confrères, je suis bloqué en Afrique du Sud parce que c'est l'élection de Nelson Mandela. C'est un changement radical en Afrique. Il faut raconter cette histoire, donc je la raconte d'Afrique du Sud, mais à peine les élections sont-elles terminées que je vais au Rwanda pendant le génocide. Et par la suite, je continuerai à suivre cette histoire. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi c'est quelque chose qui va que je ne vais pas pouvoir lâcher, en fait, parce que je n'ai pas pu lâcher cette histoire. Là, je vais avoir un regard rétrospectif, mais rétrospectivement, je me dis que si je n'ai pas lâché cette histoire, c'est parce qu'il y avait 2 éléments fondamentaux qui provoquaient une certaine indignation, une indignation certaine même. C'est que dans cette histoire, je vois un déni d'humanité et un déni du fait politique en Afrique. Et je trouve que c'est inadmissible. Et donc j'ai continué à travailler sur cette histoire, pour de plus en plus la comprendre, pour mieux l'intégrer, et parce que je voyais une histoire s'écrire que je trouvais perverse, que je trouvais biaisée, que je trouvais construite artificiellement. Et ça, je n'étais pas prêt à l'accepter. Lorsque vous avez constaté un certain nombre de choses, lorsque vous avez vu, lorsque vous avez eu les pieds sur place, entendu les choses, lorsqu'on vous réexpose des éléments qui vont complètement à l'encontre de ce que vous avez constaté, ça n'est simplement pas acceptable. Et le discours que j'entendais émanait des plus hautes autorités en France, et je ne pouvais simplement pas l'accepter. Je suis pas du tout, j'étais au Figaro, hein, je suis pas révolutionnaire, je suis pas quelqu'un qui cherche à prendre parti pour des causes, etc. Mais quand je parle d'un déni d'humanité et un déni du fait politique, c'est profondément ça. Pourquoi je parle de déni d'humanité? Je pense que ça, c'est compréhensible. Pourquoi le déni du fait politique? Mais c'est quelque chose de tout simple, en fait. C'est qu'un génocide se construit. Ça se construit dans le temps, et c'est un fait politique. Il
Il faut beaucoup de travail pour parvenir à faire un génocide, à accomplir un génocide. Et l'histoire telle qu'elle a été présentée pendant des années et des années était réduite à une histoire entre tribus africaines qui, brutalement, sur un coup de colère, se seraient massacrés un peu trop les uns les autres. Et c'était, à mes yeux, cette histoire-là est inadmissible, parce qu'elle est réductrice, pas parce qu'elle est fausse, et parce qu'elle nous interdit aussi la réflexion. Or, je pense qu'il est important, fondamental, essentiel de réfléchir pour comprendre ce qui a pu se passer, pour apprendre et pour apprendre. Et en tant que journaliste, vous avez suivi effectivement de nombreuses crises, de nombreux événements. Je suppose qu'il y a un moment pourtant où il faut réussir à s'extraire de ça personnellement pour se relancer sur d'autres terrains, à d'autres endroits. Là, on sent, mais quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre, hein, vu la gravité des faits et l'importance, et ce déni qu'on voit réapparaître sans arrêt. On aura l'occasion de parler de l'actualité plus récente, là où ça continue. Est-ce que c'est la volonté de pas lâcher, de continuer à approfondir un thème, à rétablir des vérités, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque de... ou est-ce que vous n'avez pas l'envie de prendre le souffle et de dire, bon ben, maintenant j'ai d'autres choses à couvrir, j'ai d'autres attributions, j'ai d'autres... Oui, non, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses en même temps. Je n'ai pas fait que ça, mais ça a toujours été présent pendant ces 30 ans, même si je n'ai pas fait que ça, même si j'ai fait beaucoup d'autres choses, ou raconté beaucoup d'autres histoires, ou aller dans beaucoup d'autres endroits. Mais pour être sincère, bon, d'abord, juste quelques éléments de base. C'est très difficile d'imaginer ce qu'est un génocide. On en a des images en tête, mais celles du Rwanda sont très différentes des images qu'on a en tête. Lorsqu'on parle de génocide, on a la plupart du temps les images de la Shoah en tête, des images de camps d'extermination, des miradors, l'hiver, le froid, enfin voilà, c'est le genre d'image au Rwanda. Il faisait beau pendant le génocide. Il n'y avait pas de miradors, il n'y avait pas de camp d'extermination. Le pays entier était devenu un camp d'extermination. Il n'y avait pas de lieu spécifique, il n'y avait pas d'appareil dédié. Donc voilà, déjà, le premier effort à faire, c'était de sortir de la représentation classique ou traditionnelle que l'on peut avoir de ce fait. Ensuite, le deuxième point qui était marquant sur la réalité du génocide, c'est qu'on entend souvent dire qu'un génocide, c'est indicible. Mais qu'est-ce que veulent dire ces mots indicibles? Qu'est-ce que signifient réellement ces mots indicibles? Je l'ai expérimenté pour de vrai, enfin, pas simplement dans le vocabulaire, mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Et ce que ça veut dire, c'est pas qu'on ne peut pas le dire, c'est qu'il n'y a plus personne pour le dire. Parce que c'est une œuvre totalitaire, c'est une extermination. Hommes, femmes, enfants, vieillards, enfants, il ne doit rester plus personne de la cible désignée, plus personne, jusqu'à la mémoire même. C'est une éradication totale. Et quand je dis que je l'ai éprouvé physiquement, lorsque je suis arrivé au Rwanda pendant le génocide, c'était à la mi-mai 1994, j'ai d'abord roulé 3 jours dans ce pays, sans entendre un mot, et avec des morts. Et je roulais, j'avançais, il y avait des morts, des maisons brûlées, des morts, des maisons brûlées, des morts, des maisons brûlées. Donc j'étais sur place, je voyais ce qui se passait, je comprenais ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas le raconter, parce qu'il n'y avait pas de mots. Moi, ce que j'avais raconté, c'est j'ai roulé 3 jours, il y avait que des morts. Mais il n'y avait plus personne pour me le raconter. Et le 3e jour, je suis tombé sur des témoins, des gens qui sortaient des marais de Nyamata, d'un endroit qui s'appelle Nyamata, et qui, eux, racontaient à ce moment-là. Donc des mots arrivaient. Mais ces gens-là sortaient de 3 mois, pardon, pas à l'époque, non, d'un mois et demi de chasse. Ils étaient chassés, ils avaient vécu dans des conditions absolument effroyables, ils avaient déjà perdu une bonne partie de leur famille, ils avaient vu les leurs tomber petit à petit.
Et donc leur récit était totalement déstructuré, sans temporalité. Ce qu'il racontait se cognait en permanence. Et vous étiez sur place, vous compreniez parfaitement ce qu'il racontait. Parfaitement. Et en même temps, vous saviez que si vous restituiez ces mots-là tels qu'ils, ils seraient complètement inaudibles. Donc vous vous retrouviez en position de bricolage. Vous bricoliez au mieux avec ce que les gens vous donnaient. Et c'est très compliqué. Mais voilà, en fait, la réalité du mot indicible, c'est celle-ci. C'est qu'il n'y a plus de mots pour raconter, parce que ceux qui pouvaient raconter ont été tués. Et ça, c'est des expériences extrêmement marquantes. Moi, vous le mentionniez, j'ai été dans beaucoup de pays, pas forcément très sympathiques, où il y avait des guerres. Enfin voilà, avant le Rwanda, je couvrais la Yougoslavie, le Libéria, l'Afghanistan. Enfin voilà, j'ai vu beaucoup de choses, mais jamais je m'étais trouvé dans une position pareille, quoi, les pieds dans une histoire comme celle-ci. Et en fait, lorsqu'on est dedans, il y a quelque chose qu'on apprend, c'est que la logique du génocide. Lorsque vous êtes dans le monde du génocide, tout est logique. Tout s'enchaîne de manière logiquement. Pourquoi on a tué tel bébé, enfin, c'est logique. Mais lorsque vous êtes dans le monde en dehors, ça apparaît comme de la folie. Et moi, j'avais un pied dans le monde du génocide et dans le monde d'en dehors. Il a fallu avec le temps, que j'apprenne à marcher un peu au diapason de ces deux pieds. C'était un peu compliqué comme démarche, mais avec le temps, vous apprenez à marcher un peu au diapason. Et plus j'apprenais, plus je me rendais compte que la lecture qu'on en faisait en France, essentiellement, hein, pas que, mais entre autres en France, dans l'univers politique, dans l'univers intellectuel, était une lecture insupportable. Insupportable, parce qu'on venait réduire un événement extraordinaire, singulier, unique, enfin unique, pas unique, mais qui arrive extrêmement rarement. On venait le réduire à une sorte de bagarre entre gens un peu trop excités qui auraient été un peu trop loin dans la bagarre. Il y avait un regard d'une arrogance, enfin, je ne sais même pas comment le qualifier, qui était insupportable, qui était simplement insupportable. Et c'est là où je parle d'un déni d'humanité, parce que, je le disais tout à l'heure, un génocide, c'est une histoire politique, ça se construit dans le temps. Et lorsqu'il est passé, ce qui apparaît, c'est le négationnisme, qui est le marqueur du génocide. Il n'y a pas de génocide sans le négationnisme. Et le négationnisme use de recettes d'une violence extrême envers les rescapés, les victimes, et envers aussi la réalité de l'histoire, pour dénaturer les faits, pour les tordre, pour les violenter, et pour écrire une histoire qui n'est pas celle qui a été. Et lorsque j'ai constaté cela, j'ai trouvé ça simplement indigne. J'ai trouvé ça indigne de la France, indigne de nos responsables, indigne d'un certain nombre de gens. Et je ne pouvais pas l'accepter, mais j'étais emporté dans cette histoire. Vous savez, vous n'êtes pas volontaire pour prendre cette position de dire je ne suis pas d'accord avec vous, enfin, etc., etc. Parce que c'est des discussions souvent violentes où on fait affaire à beaucoup de mauvaise foi, à une sorte de hargne, parce que c'est plus facile de faire comme si un génocide, c'était juste des massacres un peu excessifs, et puis passer muscade, et on passe à la suite, on n'en tire aucune leçon, on ne vient pas regarder réellement un peu les éléments. Et donc ça a été des moments, il y a eu des moments extrêmement rudes, et je vais bientôt terminer, hein, vous en faites pas. et on n'y va jamais, tout seul. Enfin, tout seul, on n'y va jamais volontairement. J'y ai pas été volontairement parce que comme la plupart des gens qui avaient été sur place, ou même de tout le monde, après le génocide, je suis passé à autre chose. Je n'avais pas envie de continuer à travailler sur cette histoire. Et en fait, les choses se sont faites un peu par hasard. J'ai été appelé comme témoin par le tribunal pénal international qui jugeait les principaux responsables du génocide. J'avais été témoin d'un certain nombre de faits. On m'a demandé de témoigner pour le procès d'un préfet d'une région au Rwanda qui s'appelle Kibuye. Et donc, moi, j'ai été témoigné. Et là, nous étions 3 ans après le génocide, et j'arrive dans ce tribunal qui était installé en Tanzanie.
Et ce que je vois me provoque un effroi absolument terrible, parce qu'on attend toujours un petit peu. Donc en attendant, je vais voir d'autres procès. Enfin, j'assiste à d'autres procès qui n'avaient rien à voir avec le procès dans lequel je témoignais. Et j'assiste à des scènes stupéfiantes, des accusés qui, en plein tribunal, se lèvent, portant le doigt vers un témoin et lui disent « Toi, c'est pas fini, tu verras, on t'aura ». Et personne ne dit rien. Pas un juge vient dire à l'accusé « Mais attendez, monsieur, asseyez-vous, vous n'avez pas le droit de menacer un témoin en pleine salle d'audience ». Je vois une femme qui explique qu'elle a voulu acheter des balles pour être tuée, une rescapée, et puis l'avocat de la défense qui l'humilie, mais profondément. Et je vois qu'en fait, on est en train il y a une espèce de machine qui s'est mise en marche pour la réécriture de cette histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que je replonge dans cette histoire, où je vais refaire toute une série d'enquêtes qui vont dans le Figaro, qui vont provoquer la mise en place d'une mission d'information parlementaire qui sera présidée par Paul Quillès. Et dans cette histoire, en fait, tout s'enchaîne au fur et à mesure, parce que je me souviens encore du coup de téléphone de Paul Quillès, qui m'appelle un jour, j'étais au Figaro, allô, c'est Paul Quillès, oui, bonjour, envoyez-moi tous les documents que vous avez. Mais sur un ton du caporal qui parle aux secondes pompes. Et je lui ai raccroché au nez. Il a rappelé 5 minutes plus tard, il m'a dit « Mais pourquoi vous avez raccroché ? On ne parle pas comme ça aux gens. » Ben voilà, et toute cette histoire s'est construite comme ça, de manière un peu hasardeuse, et en même temps dans une atmosphère extrêmement, par moments, éprouvante. Mais il y a un moment où la seule question qui vaille, c'est « Est-ce que vous êtes prêt à accepter ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à l'accepter ?» Je n'étais pas prêt à l'accepter, et je n'ai pas toujours fait exprès. C'est important et on sent intéressant cette question de la parole. De la parole des morts qui ne peut pas s'exprimer et qu'on ne peut pas exprimer. Et après, d'une autre parole qui arrive, qui est une parole publique, une parole officielle, une parole de reconstitution des faits après, et où là, il peut y avoir une colère du témoin. À un moment, de dire ah non, en fait, ce que nos représentants sont en train de raconter, ce que des journalistes sont en train de raconter, ce que des personnes qui ont pris part à ce génocide sont en train de raconter, c'est une reconstitution totale et qui nie la possibilité du témoignage ou la valeur du témoignage. Et ça a été, j'ai eu l'impression, ce que vous avez essayé de faire déjà dans un premier livre, Complice de l'inavouable, qui était l'idée d'aller de manière assez frontale, de dire c'est faux. Il y a une parole qui est fausse, il y a des responsabilités qui ne sont pas endossées, et il y a quelque chose d'absolument inacceptable qui est en train de se mettre en place, qui est effectivement une parole révisionniste, et que vous ne pouviez pas entendre à ce moment-là. Oui, révisionniste, voire négationniste. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans les mécanismes qui permettent à cette parole d'emplir l'espace après que les faits aient été commis. En fait, c'est des choses toutes simples, mathématiques presque. Le génocide des Tutsis du Rwanda a fait 1 million de morts en l'espace de 100 jours. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus. Le plus important des camps d'extermination, le plus efficace, n'est jamais arrivé à un tel rendement pendant la Seconde Guerre mondiale. Jamais. Mon point de vue, c'est que c'est un génocide extrêmement sophistiqué. Sophistiqué, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu besoin de mettre en place un appareil d'extermination spécifique. Beaucoup ont participé à ce génocide. Parvenir à entraîner toute une population à commettre un acte pareil, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, je trouve. Le deuxième point qui me fait dire cela, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de secret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique de la Shoah était secrète. Là, au Rwanda, ça s'est produit au vu et au su du monde entier. Donc, moi, lorsque je réfléchis à tout ça, je me dis simplement que, en termes techniques, il n'y a aucun jugement de valeur, bien entendu, mais c'est que nous avons fait des progrès.
Il y a eu un progrès. Et c'est ça qui me chiffonne, c'est qu'on ne veuille pas voir ce progrès parce que c'est l'Afrique, pas parce que c'est des Noirs, pas parce que c'est tribal, enfin parce que toutes les mauvaises raisons qu'on peut imaginer et qui permettent de ne pas examiner, regarder les choses et donc de ne pas apprendre. Après un génocide, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la parole. Les plateaux de la balance sont totalement déséquilibrés, ceux qui ont la parole. Ce sont les assassins. Bien sûr, les victimes, je le disais, sont mortes, elles n'ont plus de mots, elles sont tues. Donc on est, en termes de possibilités de parole, sur des plateaux de balance totalement déséquilibrés. Et lorsque je voyais les plus hautes autorités françaises reprendre le discours des assassins, l'accréditer, et parler de l'honneur de la France, je ne pouvais pas me retrouver là-dedans. Et j'avais le sentiment que moi, mais pas que moi, qu'on nous faisait endosser une responsabilité qui n'était pas la nôtre. Parce que cette politique que Paris avait menée au Rwanda avait, pour le coup, là, été une politique secrète, faite dans le brouillard le plus total et de manière absolument atterrante. Et donc, ce n'était plus possible de... Si, enfin, on peut toujours se taire, mais on peut toujours faire comme si, mais je n'ai pas pu, et je me souviens, une des premières interventions que j'ai pu faire, je l'ai faite auprès de l'armée, de l'état-major et d'un certain nombre de personnes à l'occasion d'un congrès d'assises sur l'information et l'armée, etc., où il y avait absolument tout l'état-major, tous les plus hauts responsables militaires de toutes les armes, etc. C'était un colloque. Et j'ai raconté une histoire dont j'avais été témoin pendant le Rwanda. C'était 3 ans après, je crois, les faits. Et j'ai raconté une histoire simplement, c'était sur une colline où j'accompagnais un groupe de soldats, nous étions tombés sur des rescapés qui étaient dans une situation absolument incroyable. Les soldats n'avaient pas les moyens d'intervenir à ce moment-là. Ils sont revenus à leur camp de base, qui était distant d'une dizaine de kilomètres. J'étais avec eux. Ils ont averti leur hiérarchie. Et la hiérarchie n'a pas bougé. Il a fallu que 3 jours plus tard, un autre groupe de soldats désobéisse aux ordres pour se rendre sur place et parvenir à déclencher une opération de secours. Et le fait que la hiérarchie n'ait pas bougé posait un énorme problème. Et lorsque j'ai raconté cette histoire devant tout l'état-major, il y a toujours en général un petit verre après un jus de tomate ou quelque chose, j'ai vu 30 têtes d'officiers qui me faisaient la mine sombre et grise, qui étaient en colère, mais qui ne me disaient rien, bien entendu, mais j'ai compris que de ce jour-là, j'aurais des relations compliquées avec un certain nombre d'entre eux, pas aucune raison personnelle, mais que ça allait être extrêmement compliqué. Mais voilà, petit à petit, il y a un certain nombre de choses que vous comprenez, que vous additionnez, puis qui vous amènent à faire des pas supplémentaires, mais justifiés en permanence, parce que simplement, vous ne pouvez pas l'admettre. Vous ne pouvez pas admettre que... Moi, je ne pouvais pas admettre que l'on me parle de l'honneur de la France, alors que j'ai l'impression que l'honneur de la France, ce n'était pas la question, et que nous étions plutôt... que les autorités politiques s'étaient compromises dans cette histoire-là, et dans une histoire dont je n'étais absolument pas responsable. Et on voulait absolument m'embringuer sur un bateau qui était un bateau fantôme, un bateau fou, et je n'étais pas d'accord. Voilà un peu les racines de cette colère, parce que c'est vrai que pendant des années, j'étais en colère. J'étais en colère quand j'entendais des hommes politiques, j'étais en colère quand j'entendais un certain nombre de discours que je trouvais inadmissibles. Et en fait, ça commençait très tôt, parce que quelques mois après la fin du génocide des Tutsis du Rwanda, il y avait une conférence France-Afrique avec le président François Mitterrand qui était le grand maître, le grand ordonnateur de cette conférence. Et il s'est tout de suite posé un problème, et on était quelques mois après la fin de l'événement. Dans la version écrite de son discours, il était fait mention des génocides. Moi, j'en avais vu un, je n'avais pas vu des. À l'oral, le président François Mitterrand prononce le génocide. Donc c'est quand même très problématique. Donc je lui ai posé la question, Monsieur le Président, quelle est la bonne version, les ou le?
Et là, on a vu François Mitterrand complètement patouiller pendant 20 minutes, essayant de répondre à la question sans parvenir à répondre jusqu'au moment où il va former sa réponse de manière claire. Et sa réponse de manière claire sera, je la synthétise, il n'y a pas eu un génocide, il y en a eu 2. Les Tutsis ont subi un génocide, mais vous croyez que les Tutsis, une fois la victoire, que ça s'est arrêté? Autrement dit, les Hutus subissent aussi un génocide. Et d'entrée de jeu, cette théorie du double génocide, quelques mois après, qui était une théorie portée, mais dès l'origine, dès la construction du génocide, par ceux qui allaient le commettre, se retrouvaient reprises. Les propos des plus extrémistes qui avaient créé et organisé ce génocide se trouvaient accrédités par les propos du président François Mitterrand, chef de l'État français. C'était stupéfiant. Au début, j'y ai pas vraiment cru, parce que c'est des propos qui reposaient sur des rumeurs, sur des éléments complètement vérifiés. Dans le premier livre que j'ai consacré à cette histoire rwandaise de la France, je parle de cette hypothèse du double génocide en 5 lignes. Ça tient en 5-6 lignes pour l'écarter, parce que ça ne vaut pas plus. À ce moment-là, nous sommes dans les années 2000, ça ne vaut pas plus. Mais peu à peu, au fil des années, je vois cette théorie prospérer, se développer de plus en plus, s'accréditer. C'est une théorie qui est pratique, puisque il y a eu un premier génocide, il y a eu un deuxième, donc les victimes sont devenues les assassins sont les victimes, donc la balle au centre, puis tout ça, c'est une histoire très compliquée. Et puis circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez, c'est une histoire ça permet de noyer le poisson. Ça permettait de noyer le poisson. Et donc, à un moment donné, et c'est le propos de ce livre, je me suis dit, parce qu'on a le droit de se poser aussi des questions, je ne suis pas omniscient, et je me suis dit à un moment donné, je me suis peut-être trompé, à force de l'avoir répété, amplifié, de plus en plus accrédité par de plus en plus de gens, d'intellectuels, de politiques, de tous les côtés qui s'en emparaient et faisaient prospérer cette théorie. Je me suis dit, je me suis peut-être trompé, donc je vais aller sur place. Je vais aller voir un peu ce qu'il en est, retrouver les gens qui étaient là, parce que le lieu d'application de ce deuxième génocide serait le Congo, où il y a eu plus d'1 million de réfugiés qui sont allés là. Une partie de ces réfugiés auraient été exterminés. C'était la base de cette théorie telle qu'elle a été développée. Je me suis dit, je vais refaire le chemin, essayer de retrouver ce deuxième génocide, voir ce qu'il en est. Et c'est le propos de la traversée, et simplement, je ne trouve pas de trace de ce deuxième génocide. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu qu'un seul. Voilà. Et effectivement, donc c'est un livre qui est écrit sous la forme d'un parcours qui va de Kigali à Kinshasa, grosso modo, où vous essayez de remonter les différents lieux de fuite des réfugiés Hutus qui ont quitté le Rwanda suite au changement de régime et dont pour beaucoup sur ce 1 million et quelques de réfugiés ont en fait suivi il y a eu un mouvement de foule, disons, c'est ce qu'on y entend. Et petit à petit, ce groupe se délite. Il y a certains fuient dans les forêts, certains reviennent progressivement au Rwanda. Vous avez trouvé des récits de massacres, de tueries, effectivement, le long de tout ce gigantesque parcours à travers un pays tout à fait incroyable, qu'on ressent très très bien, mais c'est un récit de la mémoire que vous faites. C'est-à-dire d'aller à la poursuite des traces restantes. Donc on n'est pas dans un livre d'histoire, mais on est bien dans votre parcours, il y a de ça 3 ans je crois, de rencontres et de recherche de ces témoignages, de ces traces. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas dans un livre d'histoire, dans le sens où, à un moment donné, mais je ne connais pas la frontière, le témoignage participe de l'histoire, et donc il y a une sorte de superposition qui s'opère, mais c'est une frontière un petit peu indéterminée, un peu floue. Mais effectivement, en tout cas, c'est un livre de mémoire, parce que dans
dans ce livre-là, que j'expose dans l'avant-propos, le prétexte, l'idée, c'est quand même quelque chose de très simple. 100 ans avant que la France, très exactement avant que la France n'intervienne au Rwanda, donc en 1990, qui est le premier moment d'intervention militaire française, un autre auteur, Conrad, était en train de commencer sa remontée du fleuve Congo pour faire ça allait devenir le cœur des ténèbres. Et c'est très exactement 100 ans d'écart. Et en fait, en 100 ans d'écart, d'une certaine manière, c'est de la mémoire, mais c'est de la mémoire. C'est beaucoup de mémoires qui se rencontrent et qui se traversent. C'est la mémoire du génocide, c'est la mémoire des rescapés, c'est la mémoire des assassins aussi. C'est la mémoire du colonialisme aussi, de l'Afrique aussi. C'est aussi une part de mémoire sur les représentations que l'on a. Et c'est une question à la base que je pose très rapidement. Et cette question, elle est toute simple en fait, même si la réponse est très compliquée, enfin pas compliquée, mais rude, éprouvante. À quel moment franchit-on le point de non-retour? À quel moment un pays, un homme, un État franchit-il le point de non-retour? Parce que je pense que nous avons, enfin pas nous, mais l'État français, les plus hautes autorités françaises ont, sur le cas du Rwanda, franchi un point de non-retour. Et donc c'est un peu une quête, une réflexion et tout un trajet physique pour tenter de répondre à cette question-là. Et c'est en fait une traversée du génocide, de l'après-génocide, physique aussi, puisque, comme vous le disiez, je pars de Kigali pour aller à Kinshasa, ce qui fait à peu près de l'ordre de 4000 km dans la forêt équatoriale, ce que les Congolais appellent la mousse. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, quoi. Ça a pris 3 mois pour faire ça, dans des conditions parfois un peu compliquées. Mais voilà, 100 ans après Conrad, j'ai voulu refaire, pas refaire, mais pas, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas Conrad, mais c'est une plongée dans un cœur des ténèbres, mais dans un cœur des ténèbres artificiel. Je veux dire, on a plaqué l'idée du double génocide, du deuxième génocide sur le Congo, parce que les représentations sont tellement fortes, le cœur des ténèbres, qu'en fait, on pouvait se permettre n'importe quoi avec le Congo. Parce qu'on se disait, mais personne n'ira voir. Ce pays est trop grand, trop immense, trop compliqué. Et moi, justement, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce périple, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de journaliste qui avait été voir et refaire ce trajet, parce que les Congolais qui étaient là 30 ans plus tôt vivent toujours là. Ils ont simplement 30 ans de plus, et ça coûte quoi de poser la question aux gens et de leur dire, mais attendez, vous étiez présent ici il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. C'est quand même l'exercice de base du journalisme, et ça n'avait pas été fait. Donc j'avais mes doutes sur la réalité de la théorie que l'on essayait de me vendre, et je constatais en même temps qu'il n'y avait pas eu ce type de travail, donc d'où ce déclic, et je me suis lancé. Puis troisième traversée aussi, c'est un périple assez abracadabrant, parce que le président rwandais, Habyarimana, l'homme qui a été tué dans l'attentat qui a été le déclencheur du génocide, son corps, qui, je le mentionnais au début, a atterri sur sa résidence officielle à Paris lorsque son avion a explosé sous le choc d'un missile. Son corps a ensuite été transporté à travers le Rwanda et à travers tout le Congo, un périple que je raconte aussi, qui est complètement insensé. Et l'histoire, je ne vais pas la déflorer, mais se termine aussi de manière totalement insensée. Elle se termine dans le jardin de l'ambassade de France à Kinshasa, et les bras m'en tombent, et les bras en tombent aussi au personnel diplomatique. Et on comprend que l'on a été... que vraiment il y a quelque chose qui est terrible dans cette histoire. Alors là-dessus, pour moi, il y a eu quelque chose de très étonnant à la lecture de ce livre qui alors est effectivement rude.
Et drôle aussi parfois. Et voilà. Parce que le principe est ce que vous pourchassez est absolument effroyable. Mais en même temps, c'est un livre extraordinairement plein de vie, d'une très grande vitalité, souvent très drôle. Et sur le témoignage, vous restituez cette idée de 30 ans se sont écoulés. Et de quoi est-ce qu'on se souvient quand 30 ans se sont écoulés, quand la vie a continué, a changé, quand les habitudes ont évolué. Et c'est effectivement, je trouve très, très beau et très humain, justement, et peut-être d'autant plus effroyable sur ce qui s'est passé avant, de remettre cette situation dans de l'humanité, dans de la vie, et voilà, il y a eu cet événement qui a tout changé et qui en même temps n'a pas arrêté le temps de l'histoire. C'est là où je disais que c'était pas un livre d'histoire, dans le sens où c'est pas un récit qui est figé dans une période, où vous n'essayez pas de vous placer dans la période, mais bien non seulement dans l'après du génocide, dans l'après immédiat, mais dans l'après aussi des années après, et puis de vos années après aussi, parce qu'entre les deux livres, il y a des différences d'écriture qui sont très marquées, et qu'on sent là votre besoin de raconter aussi les périples à moto, en barge, enfin, voilà, il y a quelque chose de cette très grande vie qui apparaît, et de ces moments partagés aussi. Oui, je crois que c'est vrai, mais si je devais l'expliquer, je pense qu'en fait, il y a une explication, c'est que le premier livre, L'inavouable ou Complice de l'inavouable, c'est d'abord de la colère. C'est une profonde colère, argumentée, hein, c'est pas une colère gratuite, hein, c'est très argumenté, il y a beaucoup d'éléments, hein, les mêmes d'ailleurs dont on parle aujourd'hui, hein, alors que le livre a bientôt 20 ans, mais c'est beaucoup de colère. Et puis depuis, enfin, je retourne régulièrement au Rwanda, hein, je vous le disais tout à l'heure, et j'ai beaucoup discuté avec les rescapés. Et je crois que, de fait, j'ai assimilé une partie de la culture rescapée. Et un des points saillants de la culture rescapée, c'est l'humour. Ça paraît paradoxal, mais c'est très fort. Et c'est l'humanité. On a des leçons d'humanité, mais c'est des baffes incroyables. Des baffes, mais des vraies, des belles baffes, quoi, comme on aimerait en recevoir beaucoup plus tout le temps, quoi. Je vais juste vous donner un exemple qui m'a fasciné. Il y a quelqu'un que j'avais rencontré pendant le génocide en 1994, dans les circonstances dramatiques que je mentionnais, là, les soldats français qui découvrent des rescapés puis qui les abandonnent avant de devoir désobéir aux ordres pour pouvoir les sauver. Et donc, à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Eric, que je continue à voir dans les années qui suivent, hein, mais plusieurs fois, hein, régulièrement. Et puis 5-10 ans après le génocide, Eric disparaît, je ne le retrouve pas, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis 15 ans plus tard, je le retrouve à nouveau. Et je lui demande, mais Eric, pourquoi tu as disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il me dit, mais je ne pouvais plus, j'étais alcoolique. Bon, très bien, il était alcoolique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu comprends, Patrick, je suis devenu maire de mon petit village. Et pendant des mois et des mois, j'ai dû signer des bons d'attribution pour les maisons. Et je signais pour les gens dont je savais qu'ils avaient tué ma famille. Waouh! Waouh! Et en permanence, vous êtes confronté, lorsque vous discutez avec les gens, à ce genre de choses. Et vous dites, mais comment ils font? Comment font-ils? Moi, je serais incapable, sincèrement, enfin, je ne sais pas, je ne me suis jamais trouvé dans cette position, mais si jamais j'essaye de m'imaginer dans cette position, comment je ferais pour signer un bon d'attribution d'une maison à des personnes dont je sais pertinemment qu'elles ont tué ma famille. Et ils le faisaient. Parce que lorsqu'on est rescapé, le passé est mort. Enfin, le passé, c'est un trou vertigineux. Et on n'a qu'une solution. Ou bien on tombe dans le trou, ce qui arrive à un certain nombre de gens, ou bien on décide de se construire un avenir. Et pour se construire un avenir, on est prêt à payer le prix.
mais le prix est incroyablement lourd. Et en fait, on comprend que les rescapés payent un prix inouï, tout du long, pour reconstruire l'avenir d'un pays qui n'est plus tout à fait le leur, parce que beaucoup de leurs attaches sont tombées dans le trou. Et il y a un côté presque, c'est un mot trop fort, mais qui n'est pas faux non plus, sacrificiel à un moment donné. Et en tout cas, bon, voilà, j'ai appris tellement de choses en voyant tous ces gens qu'après, vous en êtes imbibé, quoi, et votre colère disparaît néanmoins, parce que il y a aussi des choses absolument incroyables. Et d'où le changement un peu, je pense, de regard entre les deux livres ou de mots, parce que voilà, vous rentrez de plus en plus profond dans cette histoire, dans ces cultures, dans les conséquences aussi, vous les assimilez, et vous apprenez aussi, de fait, même si un peu d'humanité, quoi. Malgré tout ça, vous apprenez aussi de fait un peu d'humanité. Voilà. Et cette évolution depuis 30 ans, moi, m'a renvoyé à autre chose, qui est aussi en rapport avec Conrad et avec Au cœur des ténèbres, qu'on a lu et qui, je pense, imprime en nous immédiatement une espèce de fantasme du Congo, d'une forêt sombre, d'un colonialisme terrible, et puis au bout du capitaine Kurtz, de cette folie furieuse de la forêt, et qui finalement certainement devient au bout d'un moment un fantasme, un stéréotype, quelque chose qui devient pour nous le Congo ou l'Afrique. Et grâce à cette progression dont vous parlez et qu'on sent tellement bien dans le livre, on sort complètement de ce fantasme, tout en retrouvant les mêmes paysages, la même dureté, la même violence aussi qui existe. Et on sort aussi de cette idée de l'Afrique sans histoire, de l'Afrique éternelle, de l'Afrique des tribus, de l'Afrique des coutumes ancestrales. Et on se rend compte à quel point, enfin moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, à quel point l'histoire africaine est riche, passionnante, terrible, complexe, à quel point il y a plus qu'une histoire de dictateurs qui se succèdent les uns après les autres, et ça donne envie de se plonger dans cette complexité, d'essayer de mieux la comprendre, et de voir, et aussi ce dont vous parliez, la différence entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Enfin, on ressent une espèce de jaillissement d'un lieu qui n'est pas du tout un fantasme. Oui, oui. Non, l'Afrique, moi j'aime beaucoup l'Afrique. Je trouve que c'est une histoire absolument riche et fascinante. C'est une histoire qu'on ne comprend pas bien, parce qu'on a beaucoup de représentations en tête, héritées avec le temps. C'est toujours très compliqué de se débarrasser des représentations pour affronter les choses telles qu'elles sont. Et puis l'Afrique aussi, c'est parfois facilement laissé représenter. Enfin, il y a aussi, c'est pas que dans un sens, hein, c'est un peu dans les deux sens. Et puis je pense aussi, le troisième point, c'est que parfois on a une lecture qui me paraît un peu étrange de Conrad, du Cœur des Ténèbres, où on voit dans le Cœur des Ténèbres l'Afrique éternelle, et puis Kurtz, cet homme qui devient fou, mais parce que c'est l'Afrique, alors qu'on peut avoir la lecture aussi. C'est parce que cet homme Kurtz est venu de l'Occident que les choses ont dégénéré à ce point-là. Et c'est aussi ce que laisse entendre ce que dit Conrad. Et c'est en fait, à mon sens, ce que dit vraiment Conrad. Et lors de ce périple à travers la forêt équatoriale, enfin, il y a des moments des petites anecdotes, mais qui pour moi disent beaucoup de choses. À un moment donné, je suis dans un train de je sais pas quand, quoi, qui roule à 8 km/h. Pour faire 100 km, c'est plus d'une journée. Enfin, c'est au milieu de nulle part. Puis ça cogne de tous les côtés. Enfin, il y a la forêt, il y a la mousse, on s'enfonce, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Tout est absolument incroyable. Puis j'étais dans des wagons SNCF, hein, mais
wagons SNCF d'il y a 50 ans. J'étais dans un compartiment et puis j'ai mis un podcast et j'entends une émission de Jeannet. Et j'étais dans un endroit très lourd où il s'était passé beaucoup de choses terribles, des vraies tragédies. Et j'écoute un podcast de Jeannet. Et j'apprends quelque chose que j'ignorais complètement. Il fait une émission sur l'anthropophagie, les cannibales. Il explique que Richard Cœur de Lion était anthropophage. Et ça me laisse complètement quoi. Je suis au milieu de l'Afrique, les cannibales, enfin voilà, dans cette représentation. Et pourquoi Richard Cœur de Lion était cannibale? C'est tout simple, hein, parce que les musulmans étaient infidèles, à l'époque infidèles, donc ils n'étaient pas des hommes, donc les croisés avaient le droit de les manger. Je me dis, mais où est la civilisation? Pour moi, c'est un moment de télescopage. Où est la civilisation? Nous sommes tellement sûrs de nous parfois, mais qu'on se regarde aussi, qu'on prenne le temps de nous regarder. Et il y a un autre moment, là aussi, vous voyez, c'est des petites choses, mais qui pour moi parle énormément. Je croise un instituteur, toujours dans la même région à peu près, un instituteur mais d'une 50aine d'années qui n'a pas été payé depuis je ne sais pas combien de temps, qui a une chemise, un t-shirt jaune un peu limé, un petit short, et puis qui s'approche vers moi et puis qui met la main sous son t-shirt et en sort un livre jauni, taché, usé par le temps. Puis il commence à l'ouvrir et à me déclamer les premières pages. Et c'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et je suis au milieu de nulle part. Et c'est fantastique. Et alors que, vu de loin, non, voilà, non. Et c'est plein de rencontres de ce type-là. Et pourtant, le fond de l'histoire est très dur. Et en même temps, il y a toutes ces rencontres et toutes ces capacités qu'a l'Afrique, qu'ont les Africains aussi à vouloir mettre des choses en place. Et une des difficultés, c'est le regard que l'on porte sur ce continent, qui est en fait un regard extrêmement lourd et pénible et réducteur, parce que cette théorie du double génocide va faire énormément de dégâts au Congo, dans le sens où les politiques français ou les intellectuels français l'ont amplifié. Il parle à la radio lorsqu'on est au milieu de la forêt, quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de communication, on écoute la radio. Et donc beaucoup de Congolais aujourd'hui sont persuadés d'avoir été les victimes d'un deuxième génocide, parce que nous, entre guillemets, l'avons dit, etc., parce que des gens le disent. Et donc il y a une espèce de victimisation qui entretient la haine. Et c'est absolument incroyable de constater que les points de vue que l'on peut adopter ici ressemblent parfois à des jerrycans d'essence que l'on déverse sur des situations qui sont compliquées. Et il y a, à mon sens, une grande inconscience ou une grande méchanceté. C'est un mot qu'on entend souvent en Afrique, hein, lorsqu'on veut dire de quelqu'un que, je ne vais pas parler bien, mais que c'est un véritable salaud. Un Africain ne dira jamais de quelqu'un qu'il est un salaud, il dira il est méchant. Et je trouve que c'est un beau mot lorsqu'il est prononcé comme ça. Je trouve que c'est un mot qui dit beaucoup de choses. Il est méchant. Et parfois, lorsqu'on discute avec les Africains, on peut avoir le sentiment que, encore une fois, pas nous, pas vous, pas moi, mais que nous avons des points de vue méchants sur l'Afrique. Je vous laisse réfléchir à des questions que vous auriez à poser, à des interrogations. On n'a pas beaucoup abordé vraiment l'enquête et ce que vous trouvez, ce que vous débusquez. On peut peut-être alors rapidement passer quand même. Cet après-midi, je commençais à travailler en début d'après-midi et je me suis dit, je vais quand même faire une dernière action pour préparer cette rencontre. Et j'ai été dans le rayon, j'ai pris le Dictionnaire amoureux de la géopolitique d'Hubert Védrine, qui est sorti il y a peu de temps. Et j'ai regardé ce qu'il avait inscrit à Rwanda. Et vous pourrez demander à mon collègue Adrien, je suis revenu dans le rayon, je m'étais un peu écarté pour lire, je suis revenu très très mal. Parce que
parce que après avoir lu cette enquête et ces témoignages et ce qui s'y passe, ce qu'on peut lire de cette position quasi publique, officielle de la France, c'est d'une abjection totale. C'est-à-dire qu'il explique en l'espace de 3 pages qu'il ne comprend pas pourquoi l'honneur de la France est tout le temps bafoué par quelques journalistes et écrivains auxquels on donne énormément de place dans les médias, alors qu'on sait bien qu'il y a eu effectivement 800 000 personnes massacrées pendant le premier génocide du Rwanda, et qu'ensuite il y a eu 3 à 4 millions de réfugiés Hutus qui ont quitté le Rwanda et qui ont été massacrés au Congo. Et il explique qu'il a du mal à entendre qu'on revienne encore sur cette histoire, alors que tous les rapports qui ont été faits montrent bien qu'il y a eu ce double génocide. Et c'est étonnant parce qu'il cite les mêmes rapports que vous, et les mêmes témoignages, et il finit par c'est certainement le sujet le plus discuté de l'histoire de la diplomatie française. Un truc comme ça. Oui, il cite les mêmes rapports ou les mêmes témoignages, mais il les cite de manière extrêmement incomplète. Il tord complètement les faits. Non, en gros, pour simplifier, pour dire les choses comme elles sont, Hubert Védrine est un négationniste. Point. C'est rude, mais enfin, je l'ai déjà dit publiquement plusieurs fois. Je connais Hubert Védrine, il sait très bien ce que je pense, comme je connais tous les responsables politiques qui savent très bien ce que je pense. D'où, quand je vous parlais de débats qui étaient parfois un peu rudes, mais en même temps, lorsque je le dis, c'est pour moi un constat. On est dans le registre du constat, je ne suis pas du tout dans le procès d'intention, pour moi c'est un constat. Pourquoi ? Parce que Hubert Védrine s'est fait le chef d'orchestre de cette théorie du double génocide, du deuxième génocide. Il s'en est fait le propagateur, le chef d'orchestre. Et pourquoi s'en est-il fait le chef d'orchestre ? Parce que ça lui permettait de masquer sa responsabilité dans les faits. Il était secrétaire général de l'Élysée pendant le génocide, Mitterrand était malade, et c'est Hubert Védrine qui avait en main un certain nombre de leviers. Et puis après, il a pris des positions totalement incroyables. Il est dans une dérive de plus en plus accentuée. Récemment, il n'y a pas très longtemps encore, il a dit que les procès faits à la France sur le Rwanda étaient la plus grande fake news qu'il ait jamais entendue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on a un rapport officiel d'une commission d'historiens qui vient parler de responsabilité lourde et accablante de la France, d'une faillite politique, morale et militaire complète, alors qu'on a le président Emmanuel Macron qui s'est rendu à Kigali pour faire un discours où là aussi il reconnaît cette responsabilité lourde et accablante, et on constate que Hubert Védrine s'enferme dans des positions de plus en plus extrême, violente et caricaturale. Je pense que c'est un destin terrible, mais c'est son histoire et elle lui appartient. Mais en tout cas, moi, en termes de constat, il fait partie de ces gens qui ont une responsabilité importante dans ce dossier, comme plusieurs, et c'est un peu ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est-à-dire que ces gens-là nous ont expliqué pendant des années qu'ils avaient agi au nom de l'honneur de la France. Moi, je constate que l'honneur de la France, tel que formulé aujourd'hui par le président Macron, ça s'avère être une faillite morale, politique et des responsabilités lourdes et accablantes dans un processus qui a mené à un génocide. Mais est-ce que Hubert Védrine devra répondre un petit peu à un moment donné de tous les propos qu'il a pu tenir et de tout ce qu'il a essayé de nous faire croire? Je pense que ça serait bien, non pas que je cherche à ce qu'il soit condamné, ça, je m'en fiche totalement, mais ça serait bien qu'à un moment donné, une politique qu'il puisse répondre de ses actes, formuler un certain nombre de choses. Je pense que ça serait bien pour nous. Voilà. En fait, je voulais poser une question suite à une interview de Hubert Védrine, mais vous avez en partie répondu. Mais c'est juste une remarque. Au fond de lui, il sait bien qu'il est dans le mensonge.
Je ne peux pas vous répondre parce que J'ai une question. vous pouvez, depuis le début, il y a quelque chose que je me refuse à faire, c'est être dans l'intention. Vous voyez, juger de l'intention de quelqu'un. Je ne peux pas juger de ce que Hubert Védrine pense ou a dans son esprit. Je ne peux pas, je n'en sais rien. Moi, tout ce que je peux constater, c'est que ces prises de parole, ces discours vont à l'encontre de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que l'on sait en fait depuis très longtemps, mais qui était dénié, véritablement dénié, mais qui aujourd'hui est reconnu officiellement. Tous ces discours et ces actes vont à l'encontre de ce qui est établi aujourd'hui, officiellement. Ça, je le sais de manière factuelle. Donc, je constate le problème. Après, il appartient à Hubert Védrine. C'est pour ça que je disais, ça serait bien qu'à un moment donné, il soit véritablement soumis à la question. Donc, quelque part, ça s'appelle la justice, je pense. Non pas dans une intention quelle qu'elle soit, mais simplement pour entendre, pour confronter les choses et pour qu'un certain nombre de choses puissent être dites. Une question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc plus de 30 ans après ces événements, un tel génocide pourrait avoir lieu en Afrique ou ailleurs, une telle ampleur? Est-ce que ça vous paraît encore imaginable ou est-ce que vous pensez que, compte tenu de tout ce qui s'est passé, aussi du fait que de plus en plus aujourd'hui les choses sont transparentes, les médias, communication globale, mondialisation, est-ce que vous pensez qu'un tel événement est dans l'avenir, proche ou à moyen terme, inimaginable? Très difficile d'avoir une boule de cristal, mais je le disais tout à l'heure, le génocide des Tutsis au Rwanda s'est accompli au vu et au su du monde entier. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Simplement, il y avait un désintérêt. Je pense à peu près que sur le temps du génocide, ces 100 jours de la mécanique de l'extermination, nous avons dû être à peu près 200 journalistes du monde entier à passer au Rwanda et rester à travailler au Rwanda. Pour les Jeux Olympiques, quels que soient les Jeux Olympiques, il y a 5000 envoyés spéciaux. Voilà. 5000 envoyés spéciaux pour des Jeux Olympiques, 200 pour un génocide en Afrique. Deuxième point que je mentionnais tout à l'heure, c'est que je voyais, entre guillemets, un progrès, une sophistication dans la mécanique du génocide. Lorsque j'ai travaillé sur ce génocide, on retrouvait au Rwanda des livres de sociologues français, Roger Musiculi, etc., un certain nombre de gens qui ont travaillé dans la sociologie, on les retrouvait sur les tables de chevet des intellectuels rwandais. Des livres comme Polyakov, L'éloge de la haine, ou Propagande, etc., par un russe. Tous ces corpus étaient étudiés par les intellectuels qui ont préparé intellectuellement la mécanique du génocide. Et ça a pris des années et des années, et ça s'est fait dans une indifférence assez importante. Donc après, il y a quelque chose que je vais répéter, mais parce qu'on a, je pense, du mal à l'intégrer, c'est le côté totalitaire de ce projet génocidaire. Et des gens qui sont lancés dans un projet totalitaire vont avoir une énergie, une ressource absolument incroyable. Pendant des années et des années, ils vont travailler leur projet. Ils vont préparer les esprits. Et ça, est-ce qu'on sera capable de le voir la prochaine fois que ça se produira? Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas à un moment donné. Malheureusement, enfin, j'aimerais bien croire, ou plus jamais ça, mais je ne crois pas beaucoup, de fait. Est-ce qu'on sera capable de le voir? Je crois que c'est le défi, quoi. Est-ce qu'on sera capable de voir le prochain mécanisme de préparation? Voilà. Au-delà, je ne peux pas avoir de réponse. Il y a, moi, quelque chose qui a été dur. Alors, au-delà de ce dont vous parliez sur Védrine, de ne pas pouvoir se mettre à sa place, pour moi, il y a eu une incompréhension totale du pourquoi. En fait, il y a un moment où ces négationnistes, ces personnes qui interviennent, qui n'étaient pas tous directement en place, etc., ça laisse en tant que lecteur dans une forme d'abîme, d'incompréhension, non seulement par rapport à l'acte génocidaire, mais aussi par rapport aux raisons des uns et des autres. Et je pense qu'il y a quelque chose auquel, effectivement, on ne peut pas répondre.
Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, quand je disais qu'il y a le monde du génocide et il y a le monde normal, quoi, et que dans le monde du génocide, tout est logique, mais que vu du monde normal, ça paraît comme être une folie. Quand je parlais des deux jambes un petit peu, il faut se souvenir des mots que vont entendre une délégation juive qui va aux États-Unis en 43, en 44, je ne sais plus très bien la date, voir le secrétaire d'État de Roosevelt à l'époque, avec tous les documents et les témoignages de la Shoah, pour essayer de faire comprendre aux Américains ce qu'est la Shoah. Ils ont tout est documenté. Et le secrétaire d'État leur répond « Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire ». Et c'est des mots extrêmement importants, parce que là on est vraiment dans un mécanisme. Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. C'est un mécanisme psychologique qui est ancré en chacun de nous, et à juste titre, parce que rentrer dans la logique du génocide, c'est quelque chose d'extrêmement violent, parce que ça vous oblige à être à nu, quoi. Vous perdez votre peau, vous perdez vos nerfs, vous êtes plus que des os, quoi. C'est un monde d'os. Et c'est la difficulté des rescapés, c'est que ils ont été réduits à un monde d'os et ils essayent de retisser quelques nerfs, quelques tissus pour parvenir à vivre. C'est ça la réalité d'un génocide. Et donc on a toujours du mal à le voir, quoi. Et pour vous donner quand même une idée de cette difficulté, j'ai accompagné un groupe de jeunes juifs, de jeunes étudiants juifs qui allaient au Rwanda au nom du dialogue des mémoires, ce qui était un très beau projet, quoi. Ils avaient leur histoire, qu'ils connaissaient par cœur, hein, bien entendu, et ils avaient décidé de faire ce voyage pour la rencontre des mémoires et essayer d'apprendre les uns des autres. Et à un moment, dans le minibus qui nous transportait, un des jeunes étudiants s'est effondré en larmes. On sortait d'un mémorial, il avait entendu des histoires, et il venait de prendre le choc du génocide de pleine face. Il est tombé en larmes au milieu du minibus, il a répété ces mots « Je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire », mais sans le faire exprès. Ça lui est venu naturellement. Il le disait en toute bonne intention, il avait vu, il avait compris, il savait, mais en même temps, il affrontait ce réflexe où on a envie de fermer les yeux, de fermer les oreilles et de ne plus rien voir. Donc la compréhension de ces mécanismes est extrêmement compliquée. C'est douloureux, mais en même temps, c'est nécessaire, parce que ça se reproduira, forcément. Et par rapport à ça, il y a quand même des pays, alors vous les évoquez, comme l'Afrique du Sud après l'apartheid, comme l'Espagne après le franquisme, qui ont essayé de mettre en place des systèmes, des commissions vérité, réconciliation, etc. On sent de votre part alors, réticence, le terme est sûrement mal choisi, mais ça n'a pas l'air d'être pour vous l'outil qui peut fonctionner. Après, quand vous arrivez à Kigali, vous parlez dans le livre de la disparition, de la mémoire, de gens de guides dans des lieux historiques, mais qui ne savent pas ce qui s'y est passé, qui ont l'air de s'en désintéresser. Est-ce qu'au Rwanda, cette mémoire a pu être travaillée ? C'est compliqué. Parce que quel est le prix de la réconciliation ? C'est la vérité, souvent. C'est parfois la justice aussi. Est-ce qu'il faut une justice absolue ? Est-ce qu'il faut une réconciliation absolue ? Quelle est la part de pragmatisme nécessaire pour parvenir à reconstruire quelque chose sur même pas des cendres ? Comment désamorcer les identités ? L'un des mécanismes du génocide était d'opposer les Hutus aux Tutsis, ou les Tutsis aux Hutus, qu'importe, enfin, mais d'opposer deux identités qui avaient été forgées par le colonisateur, parce qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. C'est la même langue, c'est la même religion, c'est la même culture. Il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. C'est le colonisateur belge qui a figé sur les papiers d'identité deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, construites artificiellement parce que les Belges, pour
construire ces identités. On procédait à des mesures d'empattement de nez, de front, enfin on fait un peu n'importe quoi, mais juste pour pouvoir justifier, soi-disant, de critères scientifiques afin de construire ces identités figées ensuite dans les cartes d'identité, alors que à la base, le Tutsi était l'homme qui possédait, ou la famille qui possédait 3 vaches, et le Hutu était celui qui n'avait pas de vaches et qui cultivait plutôt, et que l'on pouvait devenir, un jour on était Tutsi, et puis Hutu, et si on avait 3 vaches, on devenait Tutsi. Enfin, vous voyez, c'était plus le bourgeois, le commerçant, quoi, si on veut, enfin, des catégories sociales, mais mouvantes. Et le colonisateur a figé ces catégories, le colonisateur belge, et nous les avons, enfin, les autorités politiques françaises les ont complètement assimilés et sont rentrés dans cette lecture raciale, raciste du conflit. Donc, au lendemain du génocide, ceux qui prenaient la réconciliation, c'était les assassins. Tout leur discours était empli de réconciliation, il faut la paix, il faut la réconciliation, etc. Et donc, lorsqu'on lisait ces discours, c'était la réconciliation au prix de l'oubli et de la vérité. Oublions tout et faisons comme si rien ne s'était passé. C'est inadmissible. Donc les autorités rwandaises se sont, elles aussi, lancées dans un discours de réconciliation, parce qu'il n'y a pas d'avenir possible sans réconciliation. Et lorsqu'on discute avec les rescapés, il y a une particularité au Rwanda, c'est qu'après la Shoah, il n'y avait plus de juifs en Allemagne. Au Rwanda, les assassins côtoient les victimes, les bourreaux et les victimes se côtoient au quotidien. C'est très particulier, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, cette cohabitation entre victimes et bourreaux. Et lorsqu'on discutait avec la rescapée, de la réconciliation au Rwanda, ils vous disent, ils savent très bien qui a tué qui. Bon, avec le temps, les choses s'estompent, hein, parce que ça fait quand même 30 ans, donc on est en train de changer de génération. Mais le pardon n'est pas possible. Un rescapé ne pardonnera jamais, mais il pourra faire semblant. Donc on sera dans une forme de conciliation de réconciliation un peu hypocrite. On fera semblant, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on ne va pas rester totalement enfermé sur le passé, parce qu'il faut se construire un avenir. Mais seul le temps peut réconcilier les choses. Il faudra encore une génération pour que les mémoires puissent se réconcilier, pour que les identités puissent disparaître, s'apaiser au profit. C'est ce que font les autorités rwandaises, qui bien entendu ont fait disparaître les mentions Hutu et Tutsi des papiers d'identité, et qui à la place de ces 2 identités fallacieuses, ont développé l'identité rwandaise. Nous sommes rwandais, plus Hutu ou Tutsi, mais rwandais. Mais ça, seul le temps permet véritablement de créer cela. Et il faut plus que des années et des années, quoi. C'est très très long, et tant qu'on n'arrive pas voilà, chaque année, ce processus se solidifie, et en même temps, tout reste très fragile, parce qu'il suffit parfois de discours incendiaires, il suffit d'esprits mal intentionnés pour rallumer des braises. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement engageant, mais c'est un effort qui est fait actuellement de manière conséquente. Est-ce que quelqu'un aurait une autre remarque ou une question Juste, pardon, ça me venait comme ça à l'esprit, mais sur la question des identités, on peut créer très facilement des identités. Il y a une merveilleuse petite nouvelle de Brecht qui s'appelle Les chapeaux ronds, les chapeaux pointus. C'est un dictateur qui est un peu en fin de course, enfin qui a du mal à garder le pouvoir, qui se gratte un peu la tête pour essayer de trouver une bonne idée, et il a l'idée. Il prend un décret où il ordonne à son peuple de porter ou des chapeaux ronds ou des chapeaux pointus. Les gens sont libres. Ils doivent choisir chapeau rond ou chapeau pointu. Donc les uns et les autres font leur choix. Une fois qu'il a des chapeaux ronds et des chapeaux pointus, c'est facile. Il suffit d'opposer les chapeaux ronds aux chapeaux pointus pour garder le pouvoir. Mais oui, mais ce sont des processus de gestion de pouvoir. Et lorsque les Belges créent les identités Hutu et Tutsi, ils font exactement chapeau rond, chapeau pointu. Parce que c'est eux qui vont rester les arbitres. Et nous, après, nous essaierons de prendre la place des Belges pour nous faire les arbitres. C'est un peu ça la réalité des choses. Merci beaucoup. Et notamment,
merci pour, je pense, quelque chose qui est arrivé, que vous avez dû ressentir dans cette discussion et qui est très très présent dans le livre, c'est une espèce de confiance dans l'individu. C'est-à-dire que vous parlez de responsabilité individuelle à la fois dans le pire. Vous récusez l'idée du rôle de la France. Vous parlez bien du rôle d'individus au pouvoir ou d'individus militaires, sans englober tout le monde dans la même catégorie. Et on le sent aussi dans toutes les rencontres que vous avez faites au cours de cette enquête, qui est de restituer la vie, l'habillement, les manières de s'exprimer, de se présenter, de tous ces individus que vous rencontrez. Et certainement, c'est ce qui en fait un texte très très beau à lire, qui est qu'on sort justement de la totalité, de la masse du génocide, pour quelque part retrouver des hommes et des femmes qui vivent et qui sont entièrement responsables de qui ils sont et de ce qu'ils font. Et c'est très beau. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre, que, en effet, ce côté humain, on le ressent énormément. J'ai fait le voyage avec vous, j'ai souffert avec vous dans les trains, sur votre barge où on vous Pas propose... trop, j'espère. Non, ça va. Mais quand vous êtes sur la barge, j'y pensais tout à l'heure, ce siège en plastique, vous êtes tout seul, vous traversez la rivière. Bon, il y a des anecdotes et des rencontres qui sont très très riches et malgré toutes les horreurs que vous développez, ben c'est très clair. J'ai compris la différence entre un génocide et un massacre. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Bon, tout est dans le livre, hein, comme on a dit tout à l'heure. Pour la discussion, merci beaucoup, Patrick. En tout cas. Merci et bonne soirée. Vous venez d'écouter Patrick de Saint-Exupéry pour la parution de son ouvrage La Traversée aux éditions Les Arènes, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 10 juin 2021. Réalisation et mise en onde, Radio. I cried so much since you